On va faire ce soir, dans Hachem, un petit peu à la fraude sur l'allumage des bougies. Alors, le Rav, il dit, c'est dans le Shulchan Aruch, Resh Samer Gimel, c'est-à-dire l'article 263, et ça parle de l'allumage des bougies. Alors, il dit le Rav, mais Ikar Alacha, En Chova Klal ala banot haravakot, הסמוכות על שולחן הוריהן, להדליק נרות שבת. ומעולם לא נהגו בנות הספרדים לעשות כן. C'est-à-dire, il dit le Rav, que les jeunes filles célibataires qui vivent chez nous, par exemple ta fille de 12 ans, ma fille de 15 ans, etc., elle veut allumer les bougies pour, pour comment dirais-je, pour mieux sentir le Shabbat. Alors nous, notre coutume, ça n'a jamais été notre coutume de faire ça. Cette coutume-là, c'est les Lubavitch qui font ça. Ils ont cette coutume. Peut-être pas les seuls, mais eux, ils ont cette coutume. C'est pas pour rien qu'ils avaient cette coutume, c'est parce que ils avaient à leur époque, ils ont, comme on passe toujours toutes sortes d'époques, eux, ils avaient une certaine époque, un relâchement dans cette mitzvah-là, ils voulaient blinder, ils voulaient bien serrer les boulons. Et donc, ils ont instauré, ils ont proposé cette coutume-là pour que les jeunes filles n'aient pas ni crainte, ni honte, ni rien. Et que quand elles se marient, elles puissent allumer les bougies sans aucun relâchement. Aujourd'hui, on n'a pas tellement ce problème. Une fille qui se marie, bon, bah, elle prépare ses bougies, il n'y a aucun problème, on n'est pas à l'étranger, ni rien. Donc, en plus, ce n'est pas notre coutume. Et on va voir qu'il y a une incidence au niveau de la halakha. En principe, quand une coutume, elle ne vient pas, comment dirais-je, l'itnagel, c'est-à-dire elle n'a pas un conflit avec la halakha, à ce moment-là, la coutume, elle est correcte. C'est-à-dire, si tu veux, tu la fais, si tu veux pas, tu la fais pas. C'est pas grave, dis blin et puis tu peux faire ce que tu veux. Le seul problème, c'est quand il y a un conflit d'intérêt avec la halakha. C'est-à-dire que si tu fais la coutume, tu vas, tu vas avoir une incidence d'un relâchement dans la halakha. Tu vas être obligé de l'évater, de laisser tomber un point de la halakha. Et dans ce cas-là, quand il y a un point de la halakha qui est légèrement relâché, à ce moment-là, la coutume, on la repousse. C'est-à-dire, on ne veut pas de cette coutume-là parce que c'est, comment dire, ça s'appelle Umrah Sheba Ledekula. Umrah, c'est-à-dire une chassidut, quelque chose qui est au-delà de la halakha, les finim Tadin. Sheba Ledekula, mais dont l'incidence, c'est une kula finalement. C'est-à-dire que pour adopter une Umrah, tu vas être obligé de perdre un point de la halakha, un point. Une Umrah, c'est les finim Tadin, c'est pas obligatoire. Mais une halakha, c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, c'est comme si tu prends un dessert sur le compte du plat de consistance. L'essentiel, tu l'abandonnes pour adopter une khumra. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que la khumra, elle n'ait pas d'incidence négative au niveau de la halakha. Sans la maya. Celui qui veut faire des menguinos, des lyriques, qui veut ajouter, qui veut faire toutes sortes d'enthousiasme, il n'y a aucun problème. Au shiur, il va emmener des gâteaux, des trucs, des machins, je sais pas. Il veut faire toutes sortes de choses que c'est pas obligé. Tu viens au shiur, tu es obligé d'emmener un couscous. Non, tu fais un shiur. Mais le type, il a envie que ce soit mechouba, il emmène des bonnes boissons, tout comme ça, la brioche. D'accord. Mais le lendemain, où il s'habitue à faire ça, il fait un mois ou deux. Après, il dit non, non, j'ai oublié de préparer, je préfère qu'il n'y ait pas de shiur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de boisson. Mac, il n'y a pas de boisson. Écoute, bien fait, la prochaine fois, tu en as des boissons. On ne va pas annuler un chiot qui est nécessaire, qui est lui une base très solide de la halakha. Parce qu'il n'y a pas de Coca-Cola, des choses. Il y a le superflu, il y a le nécessaire. Donc, je reviens sur la halakha. Il dit, Ma'olam, לא נהגו בנות הספרדים לעשות כן. ומכל מקום, אם יש ברצונן להתנהג בחסידות ולהחמיר על עצמן להדליק נרות שבת בחדריהן, mais si de toute façon, bon, Rabat, David, tu m'appelles justement au sujet qui concerne la question que tu m'as posée. Mais si les jeunes filles, elles ont vraiment envie d'allumer une bougie de Shabbat à la maison parce que, je sais pas, parce qu'elles ont la coutume, parce qu'elles ont étudié avec les Lubavitch, j'en sais rien, la rabbinite, la ganette, la mora, quelqu'un leur a dit, tu vois, ouais, c'est comme ça, ouais, chouette, tout le monde le fait, toutes les copines le font. Elle aussi, elle veut le faire, l'achat srebrati ou un l'achat. Bon. Si vraiment elle veut les tracer, ou l'ahmir, à la semaine adlik, nerot Shabbat bechadrehen dans leur chambre, assour lahem levarech ala adlaka. Elles n'ont pas le droit de faire la bracha. ויכולות להדליק בחדריהן רק בלי ברכה. D'accord. Maintenant que ce soit avant, qu'elle allume après, qu'elle allume pendant, c'est l'homme échelle. Il n'y aura pas d'incidence. Ça ne va pas changer Si c'est après, barou, qu'elle ne peut pas faire la bracha. Si c'est avant, elle n'est pas la maîtresse de maison, elle ne peut pas faire la bracha et ainsi empiétrer sur la mitzvah. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Je dis, si elle se met à allumer la bougie avant sa mère, avant la maîtresse de maison, à ce moment-là,
elle va embarrasser sa mère. Parce que sa mère, dorénavant, ce sera une bougie supplémentaire. Et nous, les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire une bracha sur une bougie supplémentaire, vu que quelqu'un, déjà, il a allumé. C'est comme si elle avait pris la mitzvah à sa mère. Et donc, avant, c'est pas possible. Après, sa mère, elle a déjà allumé, donc ça va être une bougie supplémentaire. Et donc, elle pourra plus faire la bracha. D'accord. Donc, que ce soit avant, que ce soit après, de toute façon, ça va pas. Mais elle peut l'allumer. Le mieux, ce soit qu'elle le fasse après sa mère. Aussi, c'est mieux que la mère, elle ne soit pas, elle allume pas une bougie qui est supplémentaire. C'est l'essentiel. Et de cette manière, il n'y a pas de problème. Elle allume après. Ça, mais il faut que ce soit blinader. Il vaut mieux que ce soit blinader. D'accord. C'est pas notre coutume. Ah non. Bon. Tu peux couper le microphone, s'il te plaît, Serge. Le microphone. Ah, tu sais couper le microphone? Qu'est-ce que tu disais? Ok. Il demande à quoi le mieux à faire pour un invité. Pour l'invité, c'est différent. Parce que pour l'invité, l'invité, lui, il est pas, il s'appelle pas Samouch al-Shulchan, à vivre au Imo. Il n'est pas entretenu financièrement par son père, sa mère, quelqu'un. Il est juste invité. Bien, il est indépendant, juste il est invité. C'est-à-dire, il va manger et boire chez la personne, chez la famille ou la belle famille ou quoi. Mais il est indépendant. Lui, c'est un homme qui s'entretient. Il vient juste visiter. La prochaine fois, c'est lui qui va inviter les autres. D'accord. Oui, c'est un couple d'invités, c'est-à-dire c'est un Meshek Bait Nifrad, c'est une autre famille qui vient, qui est indépendante, qui a sa parnassa à elle. C'est pas la fille qui est sa parnassa, elle est sur le dos de papa et maman, c'est pas pareil. C'est un autre dossier. Maintenant, la mère ou le couple qui va arriver, qui va débarquer ou qui va être invité chez toi, chez nous, à ce moment-là, eux, si tu veux leur donner la possibilité de faire mériter de pouvoir allumer la bougie, tu leur donnes, en principe, si c'est une famille, c'est un couple, tu leur donnes, si tu as la place, tu leur donnes une chambre attitrée à eux. Bon. Cette chambre-là, ça va être leur intimité. C'est un couple, tu ne vas pas rentrer pour prendre des draps ou quoi. C'est un couple qui vient là-bas, tu vas te débrouiller pour faire sortir ce dont tu auras besoin de Shabbat, et tu vas laisser tranquille. Du moment qu'ils ont une chambre avec leur intimité, à ce moment-là, ça s'appelle que c'est Hadal Frad pour un Meshek Bait, un autre foyer qui est différent d'une autre, et donc eux, ils auront droit d'allumer une bougie dans leur chambre, Bevracha, dans leur chambre, avec Bracha. Bon. Pas pareil que la fille ou le fils. Si c'est un Ben Bait, si c'est le fils, la fille, pas marié, pas marié. Si c'est la fille et qu'elle est mariée, à ce moment-là, c'est un autre foyer. C'est considéré comme un autre foyer. C'est plus pareil que la fille qui est célibataire. La fille, une fois qu'elle s'est mariée, elle habite ailleurs. C'est toujours ta fille. Mais elle habite ailleurs, c'est-à-dire qu'elle a une parnassa nifredet. Sa vie, c'est autre chose. La structure de sa vie est devenue différente. C'est pour ça qu'elle s'est mariée. Elle s'est pas mariée pour rester chez papa maman, pareil. Ouais. Non. Alors, si elle est mariée, elle vient inviter chez papa et maman, on lui donne une chambre attitrée et elle va allumer Bivra. Il vaut mieux qu'elle allume avec bras. Il vaut mieux. Oui, il vaut mieux. Elle doit. Chayevet, oui, pour qu'elle soit acquittée, c'est mieux. Parce qu'elle n'est plus tout à fait la fille, comme la fille qui est célibataire, qui est sur le dos de papa et maman. Donc, elle a un ténor différent. Elle doit s'acquitter elle-même, en principe. Quand elle est chez elle à la maison, il n'y a pas de question, elle est toujours s'acquitter elle-même. Maintenant, elle a un cas exceptionnel où elle va être Shabbat chez nous. Ouais, vas-y. Alors, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, c'est une autre question. D'abord, on va juste fermer cet angle-là. C'est vrai que c'est pas très répandu, mais il faut le savoir. C'est pas obligé, mais c'est mieux, parce que si tu lui donnes une chambre attitrée et qu'elle puisse allumer chez elle dans sa chambre, elle va gagner le mérite d'une bougie de. Il donne un. Parce qu'on ne sait pas. D'accord, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas au courant, on n'a pas pensé à ça. Mais oui, c'est l'Afrique, oui, c'est ce qu'il dit là. Il va le dire. C'est le rap qui le parle. Il parle de ça, moi, je devance un peu parce que je ne sais pas combien de la faute on va avoir le temps de faire. Mais j'amalgame un peu toute la faute pour qu'on puisse la speak. Je continue ce séif. Et. Voilà, je suis là. ואם ירצו ישמעו את הברכה מפי האם, ça c'est pour la célibataire, שהיא עקרת הבית, parce qu'elle est la maîtresse de maison. בעת שמדליקה את הנרות בחדר האוכל ויענו אמן. Si elle veut, la célibataire, elle va écouter la bracha de sa mère, elle va dire amen, elle va se faire, et donc elle va prendre
le biais de la bracha de sa maman pour courir à la chambre et allumer chez elle dans sa chambre. La célibataire, je dis, parce qu'elle n'a pas le droit de faire une bracha. Mais pour essayer de gagner quand même, comme si elle avait fait la bracha, elle va être acquittée par sa mère, c'est la seule solution. Elle ne peut pas faire la bracha elle-même. Soit elle est quittée par sa mère, soit elle ne fait rien, elle n'est pas obligée de faire. C'est juste parce qu'elle veut imiter la coutume des Lubavitch. C'est pas interdit, on peut imiter la coutume Lubavitch, mais c'est pas notre coutume. Eux, les Lubavitch, eux, ce qu'ils disent, c'est aux célibataires d'allumer avec une bracha. Tu comprends? Pour nous, c'est interdit. On n'a pas le droit. Pourquoi c'est interdit pour nous? Pourquoi c'est motard à eux? Marloquette entre Ashkenazim et Sfaradi. Le Ashkenazim, le Rama, lui, il dit qu'on peut faire la bracha sur Tosefet Ora, une lumière supplémentaire. C'est-à-dire, il y a une femme qui a allumé une bougie, il y a une deuxième, une troisième, quatrième femme, toutes elles ont allumé leur bougie. Et la 15e, la 40e à l'hôtel, parce que toi, Joe, je commence à vivre cette question. Et la 40e femme ou la 13e femme, même si c'est la deuxième uniquement, elle débarque et elle veut allumer aussi sa bougie. Aïe, elle voit qu'il y a déjà une femme qui est allumée dans le lobby de l'hôtel, ou alors dans le coin qui est, parce qu'il y a des détecteurs de fumée, etc. Donc ils choisissent un coin, il n'y a que là, on aura le droit d'allumer. À ce moment-là, si elle n'est pas la première, elle ne peut plus faire de bougie. D'accord. Il y a un rab, le rab Benjamin Khouta, il a proposé une solution. Le Ravada, il n'a pas répondu sur ça. Enfin, il dit, lui, il va d'après le Ravada en principe. Il dit, la seule solution encore, ce serait que les femmes, elles, par exemple, 3, 4 sfaradiotes ou 10 sfaradiotes, elles allument tous en même temps. Elles fassent la bracha tout en même temps. Le Ravada, il a entendu la question, il n'a pas répondu. Apparemment, il n'était pas certain de la réponse. Bon, il a proposé cette solution. Bon. Mais si la femme à l'hôtel, elle, elle arrive, elle voit qu'une seule femme a déjà allumé, c'est fini. Elle peut allumer la, la, la bougie, mais sans. L'autre solution, c'est, il y en a qui disent qu'il faut que ce soit une ampoule incandescente, mais je me rappelle que le Rabbi Yitzhak Yosef, lui, il ne dit pas comme ça. Même un LED dans la chambre, tu prends un petit LED à 8 watts, 5 watts, tu le mets dans la prise, tu fais la bracha, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher tu plantes le LED dans la prise et tu as une lumière. Ou alors, tu peux allumer aussi la lumière des toilettes, tu fais la bracha dessus, et tu ouvres et tu fermes la porte pour qu'il y ait la lumière comme un volet. Tu fais la lumière, c'est pas très joli, ça pas joli, mais c'est moutarde. J'ai entendu mes feux rouges que tu fais comme ça, il y aura un bout de boule, quoi, un peu sec. Et du coup, tu peux le faire, d'accord. Donc c'est la solution pour l'hôtel. Parce que si tu vas être le premier en bas au lobby, courir, tout ça, toi tu vas être le premier et tu vas la prendre la mitzvah à une autre sfaradia, bon, rien d'avoir ça, de toute façon il y aura un problème. La seule solution, c'est de faire ça dans la chambre. La solution pratique, qui va pouvoir être la solution pour tout le monde, toute la liste, je veux dire, qui va respecter le cadre. On finit là, la fin. שהיא עקרת הבית בעת שמדליקה את הנרות בחדר האוכל. ויענו אמן לבנות לרווקות, ואז תדלקנה בחדרן בלי ברכה. Oui, c'est qui m'appelle. Lève la voix. À condition que tu aies une chambre d'intimité. Ou dans cette chambre, tu rentreras pas pendant le Shabbat. Tu rentreras par leur permission, mais tu ne vas pas rentrer et sortir comme si c'est l'une des chambres de ton appart. Tu leur donnes, tu leur attitres pour le Shabbat, c'est un couple. Tu leur dis voilà, c'est leur chambre, tu prenez les affaires que dont vous avez besoin, ne les dérangez pas pendant le Shabbat. À ce moment-là, si sa chambre attitrée pour le Shabbat, elle aura le droit d'allumer une ampoule, une bougie, c'est mieux. Mais à condition aussi que cette bougie, elle pourra profiter de la lumière à un certain moment. Pas qu'elle allume comme une séboula, voilà, j'ai allumé, c'est tout. Il faudra qu'elle arrange quelque chose, qu'elle lise, qu'elle cherche quelque chose, tu vois, qu'elle s'habille ou je sais pas quoi. À ce moment-là, elle aura utilisé la lumière de la bougie. Et donc, elle aura pu faire la bracha. Il y aura un support pour la bracha. Bon. Donc, à ces deux conditions. D'abord, qu'il y ait une chambre attitrée en intimité. Deuxièmement, qu'elle puisse se rendre dans la chambre en intimité, qu'elle sache que c'est sa chambre. S'il y a les sœurs qui vont dormir là-bas, à la bonne franquette, ou alors le mari va dormir avec les frères et elle va dormir avec ses sœurs. Bon, un Shabbat, une fois n'est pas coutume, qui fait avec les sœurs et tout, à ce moment-là, elle ne pourra pas faire la bracha. Et quand Sheken a plus forte raison, Shabanim, Aravakim, Enam, Rechaim, Ladlik, Nerot, Shabbat de Bracha, a plus forte raison les garçons, parce que la mitzvah, on a vu, les garçons et les filles doivent tous faire cette mitzvah d'allumer les bougies du Shabbat. Mais à partir du moment où il y a un garçon et une fille, une femme et un homme, la priorité, elle est sur la femme. C'est pas que l'homme, il est exempté de la mitzvah. C'est que la priorité, c'est sur la femme qu'elle va acquitter l'homme.
Donc lui, il n'a pas le droit d'aller l'artov, c'est-à-dire voler, entre guillemets, voler. Il va, il dit pousse-toi, je vais allumer moi. L'autoritaire. Abou Ali, viens, c'est moi qui commande. Il n'a pas le droit de faire ça. Elle, elle a la priorité. Elle lui dit, je suis sous la douche et tout, tac, je vais sortir dans un quart d'heure, je me lave les cheveux, je n'aurai pas le temps. Et dans 10 minutes, c'est la shkia, je t'en prie, allume la bougie et pour moi. Alors lui, il va allumer la bougie parce que sa femme lui a permis. Avec bracha, vadaï. Parce que cette fois, c'est lui qui va quitter toute la maison. D'accord. Et donc le garçon, lui, il est quand même khayab de cette mitzvah, mais il est encore moins attitré, encore moins prioritaire que la fille célibataire qu'elle, Bichlal. Donc lui, Bichlal, il a même pas. D'accord. Et donc lui, il allumera sans bracha. Serge, essaie de trouver le bouton du micro et de le couper. Sinon, c'est pas grave. Donc, maintenant, pour l'hôtel, c'est compris, Joe. Ensuite, Tedvav, une autre halakha. Bachour alomed yeshiva. Donc là, ça va être différent. Cette fois, le Bachour, il n'est pas chez ses parents. Il est entretenu par ses parents. Les parents, ils payent à la yeshiva. Mais physiquement, il n'est pas dans la yeshiva maintenant. Je veux dire, il n'est pas à la maison. Il est dans la yeshiva avec les copains, ça. Il est dans une chambre avec deux amis, avec un ami ou avec 5 amis, peu importe. Toutes sortes de yeshivot. Ou alors à l'armée, dans la tente, dans la chambre, je sais pas, toutes sortes de choses. D'accord. Ou alors il est, je sais pas moi, lui-même il est à l'hôpital avec sa femme. Ou alors il est je sais pas, il est parti en formation professionnelle à l'étranger pendant 8 jours et il passe Shabbat là-bas. Tout un truc, un cas de figure où il va garder sa fille à l'hôpital qui vient d'accoucher. Cas de figure qu'il n'est pas avec sa femme à la maison. Il n'y a pas sa femme pour la quitter. À ce moment-là, il est chayav d'être acquitté. Et sa femme, c'est pas comme à Hanouka. À Hanouka, même s'il n'est pas à la maison, la femme va l'acquitter de la bougie. En plus, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Bon gré, mal gré. Il sera acquitté par sa femme. D'accord. À la maison. Mais là, la bougie de Shabbat, c'est la lumière physique qui doit la quitter. S'il n'est pas à la maison avec sa femme ne peut pas la quitter. Il faut que lui, il faut qu'il trouve un moyen de s'acquitter soi-même. Soit comme à l'hôpital, il soit le premier, comme on a dit, il va le premier allumer, ou alors il va chercher une ampoule, etc. Soit il est dans un hôtel, il allume quelque chose, il allume les toilettes, et ensuite il ouvre, peu importe. D'accord. Soit, si par exemple il est tout seul à la maison, sa femme elle a accouché à l'hôpital, lui il est avec ses enfants, il garde la maison. Soit c'est lui qui va allumer les bougies pour toute la place de la maîtresse de maison, c'est lui qui va faire le rôle de la maîtresse de maison, ou alors il est tout seul, peu importe, avec les enfants, sans les enfants. Il va acquitter tout le monde parce que c'est lui qui allume les bougies. Pourquoi? Parce que sa femme, elle est partie pour quelque chose. Avec Bracha Vadaï. C'est clair. Il est pas avec sa femme. Que ce soit le cas de figure que lui il est absent ou que ce soit le cas de figure qu'elle elle est absente. Non, quand tu fais les courses, c'est Shabbat, tu vas pas faire les courses. Non, l'importance, d'accord, j'ai compris. Il est parti faire les courses avant l'entrée du Shabbat, mais le Shabbat, il va être là, il va être chez lui. Ça n'a pas d'incidence. Le moment qu'il va être le Shabbat à la maison, ça. Même s'il est à la synagogue, il n'est pas là. Même s'il va rentrer, tu sais quoi, il va rentrer à 10 heures du soir. Il va dîner avec eux, on va se retrouver tous chez les beaux-parents, lui il est déjà parti. À la fin, tous, on va dormir à la maison. Lui, il va être quand même acquitté par sa femme. Même s'il n'était pas là à l'entrée du Shabbat, il ne va rentrer à la maison qu'à 11 heures, qu'à minuit. Mais il faut que si on va être absent, on va manger, on est invité quelque part chez des amis, il faut allumer des bougies pour qu'on puisse faire la bracha sur les bougies du Shabbat à la maison. Il faut que les bougies soient assez fortes, avec assez d'huile ou de paraffine, de manière que quand je rentrerai à la maison, elles seront encore allumées pour que je puisse en jouir. Quand je pourrai en jouir, il y aura une base pour que j'ai pu faire dessus la bracha. Sinon, et si j'ai tout fait pour que je puisse en jouir, mais que quand je rentre à la maison, je vois que ça s'est éteint parce qu'il y a eu un vent, je ne sais pas, il y a eu un imprévu, quelque chose. Alors, j'ai cru que j'entrerais à minuit. En rêve, je n'aurais jamais imaginé que j'entrerais à 2 heures. Je sais pas moi. Il y a eu une dispute, et c'est toi qui as raccommodé tout le monde, j'en sais rien. Moi. Il y a un truc qui s'est passé, quelqu'un qui s'est évanoui, tu vois. Ah, et zut, j'ai fait la bracha à condition qu'à minuit je rentre. Minuit Cendrillon, il faut que je rentre pour faire la bougie. Je ne suis pas rentré à minuit, j'ai loupé. Il y a une bracha levatala. Non, il n'y a pas bracha. Pourquoi? Parce que j'ai tout préparé de manière que ça se passe comme ça. Il y a eu un imprévu, c'est différent. Bon, des questions. Ouais.
Oui, si elle n'a pas le choix. On a dit, par exemple, il pose la question, une femme s'est mariée, elle s'est mariée, elle s'est invitée, et elle veut être acquittée par ses parents. Il y a des cas de figure, on a dit, où elle ne peut même pas s'acquitter elle-même. Par exemple, il n'y a pas de chambre d'intimité. Il y a des cas où l'appart est petit, il y a beaucoup de frères et sœurs. Et elle, c'est son kiff. Elle va rentrer, elle va avec ses frères et sœurs. Dans la chambre, elles vont de 5 sœurs. Et lui, il va être avec avec les frères. C'est pas grave, c'est aussi kiffant. C'est pas la fin du monde. Alors, ok, d'abord, si elle est pas seule ensemble, c'est pas chaud qu'elle ne peut pas allumer le brafa. Si elle est seule dans la chambre, à ce moment-là, oui, elle va allumer, même si elle est seule sans son mari, peu importe. Du moment qu'elle est mariée, elle est structurée familialement différemment, elle est sortie du foyer, elle s'est mariée, d'accord. À ce moment-là, elle doit s'acquitter elle-même. Si elle est rentrée à la maison et faire un Shabbat toute seule, pour une certaine raison, et qu'elle a une chambre d'intimité, et qu'elle est mariée avec son mari, juste il est au Milouim ou je ne sais pas où il est, alors c'est quoi le cas? Ah, divorcée, où elle habite? Chez elle. À ce moment-là, c'est différent. Elle est séparée de ses parents. D'accord. Elle n'est pas entretenue par ses parents. On parle de la célibataire, la lycéenne ou l'étudiante qui étudie chez ses parents, papa et maman. Elle a encore papa. Ouais. Et la dernière fois, c'est un peu bizarre. Tu sais, tant que l'enfant il habite chez ses parents, bon, ça, elle ne le dit pas aux enfants. Enfin, je vous déconseille de le dire à vos enfants, mais sachez que il y a dans le Franchement Mishpat, dans le Shulchan Aruch, écoutez-le et oubliez-le. C'est ce que si l'enfant il habite chez vous, il habite chez nous à la maison et qu'il gagne de l'argent, Yesh Makom Lomar, il y a une place de dire que ce qu'il gagne, en fait, ça appartient encore aux parents, vu qu'il habite encore chez les parents. Ah non, si ça se trouve, moi, comme ma fille, elle gagne 3 fois plus que moi. Elle travaille en tech. Est-ce que je vais lui dire que tout ça, ça appartient? Je ne vais pas lui dire ça, elle va me faire la tête, elle va pas accepter. Je veux dire, ça lui, va lui faire elle va peut-être l'accepter, mais ça va pas lui faire plaisir. Je lui dis pas. Je cède. Mais pour te dire que, à partir du moment où l'enfant il habite chez les parents, tu vois que la structure, elle est vraiment. La structure, tu commences à. Je te vois en train de bâmer, c'est les dettes qui vont s'arranger. Non, je veux dire, fais gaffe, fais gaffe. Il y aura des disputes. T'as le droit, hein, mais bon. Tu sais, le Harba Yerushalayim, on est dans 3 semaines avant le Shabbat. Le Harba Yerushalayim, Mikeva, la Ella chez Emidou Ota Aladin. Parce que Magiali, c'est mon dû, je reviens comme ça. À cause de ça, Harba Yerushalayim. Parce qu'il n'y avait pas de Vitorim entre les deux. Et dans la chôte où tu as le droit, on a le droit, j'ai le droit, mais parfois, on sait que c'est pas très conseillé. C'est-à-dire, on a le droit, on n'a pas le droit de contrôler la Torah. Qu'est-ce que je voulais dire où j'en étais? Le fil. On disait que, ah oui, un enfant qui gagne même plus que les parents, mais qui est structuré chez les parents, il vit chez les parents. C'est une jeune fille, elle est chinoise, elle vit chez les parents. Elle va être acquittée par les parents dans la bougie de Shabbat. Asma, même si elle travaille et gagne 3 fois plus que le papa et la maman. Même si elle aide les parents, bon, je ne sais pas, peut-être que si elle qui rentre carrément parce qu'ils sont hyper endettés dans ça. Mais dans le cas normal où elle est chez les parents, bon, elle aide à droite et à gauche, mais c'est quand même pas elle, elle ne s'entretient pas elle-même. D'accord. Bon, là, elle est acquittée par les parents dans les bougies du Shabbat, c'est là que je veux en parler. D'accord. Bacho alomed be'yeshiva im pnimia, en internat. Sarich ladlik nerot Shabbat becheder hashena shelo. Et là, taron bracha. Maintenant, ça dépend, il n'est pas tout seul dans la chambre. Il n'est pas tout seul, donc il va y avoir le conflit que si l'un il allume, il va être obligé d'acquitter les autres à nouveau. Parce que les autres, quand ils allumeront après le premier, là ça va être Tosefet Torah. Les suivants, ils vont être le supplément de lumière. Bon, donc ils pourront plus faire la bracha. Sfaradi. Ashkenazim, les Ashkenazim, mais non, on n'est pas Ashkenaz. Les Ashkenazim, eux, ils ont le droit de faire la bracha sur Tosefet Torah. Il faut le savoir. Quand on voit les Ashkenazim, ils font la bracha. Il faut le savoir pour ne pas apprendre d'eux. Déjà, pour ne pas apprendre d'eux, pour savoir que c'est ce qu'ils font de leur point de vue, ils avaient cèdre, mais de notre point de vue à nous, non. Il y en a qui disent, alors, eux, ils font, moi, j'ai pas le droit, c'est la même Torah. C'est la Kushia, c'est pas une contradiction. C'est leur coutume, c'est notre coutume. Coutume, c'est quelque chose qui est enraciné. Mais nous, on a reçu les Ora Shulchan Aruch. On est obligé par l'autorité du Shulchan Aruch, de par le Neder de Mataim Rabban Nismar, qui a 500 ans, toutes les kélotes arabistan, toutes les kélotes du Maghreb, des pays qui sont arabisants, disons, de nord-africains et orientaux, ils ont reçu l'autorité du Shulchan Aruch suprême. Et en plus, en Eretz Israël, c'est tarté. C'est comment dirais-je, deux raisons d'être obligé d'être soumis au Shulchan Aruch. Donc on ne peut pas.
dire, eh ben, je vais y réfléchir. Peut-être que je vais choisir Shulchan Aruch, peut-être pas. Ça se passe pas comme ça. On est vraiment sous le top de Shulchan Aruch. Bon. Est-ce qu'il y a Shulchan Aruch, c'est Baria? Comment tu vas faire? Je sais pas. On dit, il y en a qui disent que c'est la raison pour laquelle le Chazon Ish, il s'est pas installé à Jérusalem. Parce que comme il va comme le Panim Meirot, les poskim Ashkenazim qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'autorité suprême du Shulchan Aruch. Bon. Mais étant donné que le Atra des Maran, le lieu du Shulchan Aruch, c'est Eretz Israël et que Jérusalem, c'est la capitale, alors aller à vivre à Jérusalem et là-bas écrire des psychotes qui vont contrer le Shulchan Aruch, ça c'est trop. Il y en a qui, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas installé à Jérusalem. Il y a des Chachamim Ashkenazim qui, quand ils sont venus en Israël, ils ont changé. Eux par contre, se sont soumis au Shulchan Aruch. Ida, je cherche un autre, je ne veux pas, comment dirais-je, contredire ça. La majorité n'ont pas accepté. Mais il y a quand même une minorité qui a accepté. D'accord. Mais nous, les Sfaradim, la question ne se pose pas en réalité. Elle se pose parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de Keilot qui sont très attachés à leurs coutumes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou quoi, et qui refusent d'Irak, et qui sont attachés et qui n'acceptent pas ce principe. Ils disent non, non. Ils importent leur minagim ici en Eretz Israël, mais d'après Shouanour, ça ne marche pas comme ça. D'après Shouanour, il faut deux critères. Je résume, hein, deux critères. Le premier critère, c'est que pour que la coutume de l'étranger, ou que la coutume de notre Keïla d'antan, elle est le pas, la priorité sur le Shouanour, il faut deux critères. Premier, qu'il soit antécédent au Shouanour. Plus ancien, ce minag-là, il doit être plus ancien que le Shouanour. Premier critère. Deuxième critère, il faut qu'il soit plus ancien et en plus en Eretz Israël. Et s'il était Bechous Laaretz, à ce moment-là, non. Quand tu rentreras en Bechous Laaretz, tu reprends ta coutume de Bechous Laaretz. Et tant que tu es en Eretz Israël, tu peux pas. Comment? Il n'y a pas Shulchan Ashkenaz, il y a la Mappa. Il y a ce qu'on appelle Hagaha. Hagaha, c'est en français, Hagaha, la révision, pas la révision, la vérification. Comment on dit Hagaha en français? Quand quelqu'un il magia, il regarde que tout est cohérent, tout lui convient, etc. Et le Rama d'Ashkenazi, il a rajouté les minagim des Ashkenazim. Parce que le Shulchan Aruch, il n'avait pas l'intention de tenir compte des minagim Ashkenazim. Donc le Rama, il dit OK, les coutumes Ashkenazim n'apparaissent pas, donc il accepte Shulchan Aruch, mais là où ça contredit pas mal de coutumes Ashkenazim, il ramène les coutumes Ashkenazim. D'accord. Alors, il y en a qui disent, mais le Rama, il écrit comme ça. D'accord, mais le Rama, il parle aux Ashkenazim. Et le Mishnah Berurah aussi, c'est pareil. C'est le même, entre guillemets, c'est le même problème. Le Mishnah Berurah, lui aussi, il parle principalement aux Ashkenazim. Il y a plus que la moitié des halachot dans le Mishnah Berurah qui sont, entre guillemets, contre le Shulchan Aruch. Ils ne sont pas cohérents avec le Shulchan Aruch, pas contre, mais qui ne sont pas comme le Shulchan Aruch. D'accord. Il faut étudier le Mishnah Berurah, il faut l'étudier. Mais en sachant que la Shora Tartona, la conclusion finale, il y a une bonne probabilité que ça n'arrive pas à être. Alors, eux, ils appellent Shranor, ils appellent le Mechaber. On l'appelle pas le Mechaber. D'accord. On l'appelle Maran. Un Mechaber, c'est celui qui a écrit le livre. Donc, c'est l'un des poskim. Un poskim très chachouv, mais c'est l'un des poskim. Mais nous, Maran, c'est Mataim Rabbanin Nismach, les initiales de Mataim Rabbanin Nismach. C'est-à-dire qu'on se soumet à lui. Eux, ils disent Amchaber. Quand tu lis un livre, tu peux dire aussi Amchaber. L'auteur de ce livre, c'est l'un des auteurs, entre guillemets. Oui, mais Shulchan Aruch, pour nous, c'est une connotation de. C'est comme si tu disais la loi. Shulchan Aruch. Aga. Alors, Aga, parfois, c'est compliqué parce qu'il faut bien lire et le Bet Yosef et aussi le Darkei Moshe, les commentateurs sur le Shulchan Aruch et sur le Aga pour voir. Parce que parfois, le Aga, il ne contredit pas Shulchan Aruch. Parfois, il vient expliquer Shulchan Aruch. Parfois, il vient le contredire carrément. Et parfois, il prend un langage comme s'il vient expliquer Shulchan Aruch, mais dans le sens Shulchan Aruch, ou alors avec une seule virgule, il change du tout au tout. Bon. Donc, en lisant le Rama, il faut faire attention. C'est-à-dire, lui, il sait ce qu'il veut dire. Il ne tend pas de piège ni rien, mais nous, en tant que Sfaradim, on doit faire attention parce qu'on n'a pas reçu l'autorité du Rama. Donc, quand le Rama est conduit Shulchan Aruch, on doit suivre Shulchan Aruch. Donc, il faut savoir discerner est-ce qu'il est sur la ligne du Shulchan Aruch ou pas. Pour un Ashkenaz, ça n'a pas d'incidence parce que lui, il veut suivre le Rama à Marpatlo, qu'il soit contre ou pour Shulchan Aruch. Mazem Chaneh, lui, Ashkenaz, ça ne change rien.
Mais pour nous, ça a une conséquence qui est essentielle. Il est nécessaire pour nous de savoir quelle est l'opinion du Shulchan Aruch et si le Rama il vient expliquer Shulchan Aruch, il vient le contredire. Parce que le Shulchan Aruch, il est très, mais écoute ça, il résume, parce qu'il a tout expliqué dans le Bet Yosef, là où il rallonge. Alors il est sommet à la main, il compte sur toi que sur le Bet Yosef qui a lu déjà tous les farchis. D'accord. Il vient le Rama et il explique le Shulchan Aruch. Mais dans l'explication, parfois il explique Shulchan Aruch selon Shulchan Aruch. Parfois il explique Shulchan Aruch selon les poskim qui comptent ou alors sur un certain point. Donc, il faut savoir le discerner. D'accord. Il faut, c'est sûr qu'il faut l'histoire, il faut l'arrière, il faut aussi connaître, il faut écouter les poskim de Zmaneno. Il faut être à la page, il faut être au courant. C'est ça. Donc, conclure sur ce que tu as lu sur Shulchan Aruch, je me sens pour ça, c'est Moad, les Tarouyot. Il y a une bonne probabilité de faux. Faut pas, bon, il faut étudier, mais il faut quand même aller voir les derniers poskim. C'est pour ça qu'on a écouté Youssef, on a toutes sortes de poskim achronim qui viennent nous dévoiler ça. Bon, on continue. Donc le Bachour, Alomed Shiva avec un internat, Sarich Ladik Nerot, Shabbat Becheder Shena Shelo, וצריך שהנרות יהיו גדולים, שיעור שכאשר יחזור מסעודת לשבת, יישארו דלוקים. Donc quand il va allumer la bougie dans la chambre, il faut que quand il revient dans la chambre après le Shabbat, dans les chivotes, ils font des chants, Shabbat, livré Torah, ça dure. Quand il reviendra à 11h minuit, que ce soit encore un peu allumé. Premier critère, première condition. ובעת שמדליק הנרות יברך לפני ההדלקה ולא אחרי ההדלקה. On en a parlé déjà. Hein, David, Stéphane. Il faut faire la bracha impérativement avant la bracha et non pas après. Et par conséquent, même une femme qui aurait oublié de faire la bracha, elle dit non, je ne voulais pas lui faire la bracha, je voulais faire avant, mais j'ai oublié. Est-ce qu'elle elle pourra faire la bracha après ou pas? Elle avait l'intention de faire la bracha avant la 4 Nérot, mais elle a oublié. Ou alors elle a l'habitude. Maintenant, tu l'as pris la tête, tu lui as dit fais la bracha avant, elle a fait une ou trois fois. La quatrième fois, j'ai oublié. Normal, pendant 20 ans, elle a fait ça après. Est-ce qu'elle aura le droit d'allumer après, étant donné qu'elle avait l'intention de faire la bracha avant? Haveda, tu renvoies à Becheda, tu fais rouge, il faut qu'elle allume, Avar Zmano, peut-être. Bon. Par contre, il y a des géonymes qui disent que si c'est pendant qu'elle l'allume, c'est bon. On continue sur le Bachou. Ok, attends une seconde. On va finir juste à la fin. Les autres Bachourim. Les autres Bachourim qui sont ensemble dans la chambre, dans l'internat, ils sont 6, admettons, dans la chambre, admettons, qu'ils soient 6. Ishmeo Bitsu et Dechovata. C'est-à-dire donc, je comprends que s'il y a un Bachour qui va quitter tous les autres, je comprends que ça va être à tour de rôle. On fait une Torah nous. Shabbat là, c'est toi. La prochaine fois, ce sera Eliaou. La prochaine fois, ce sera moi, etc. On fait, si on est 3, donc c'est tous les 3 Shabbatot. Si on est 5, tous les 5, etc. On fait un tour. Après, il y en a un qui est absent, c'est son tour. C'est pas grave. On va pas se disputer pour ça. Mais sache qu'il y en a un qui va quitter tous les autres. Et ce sera à tour de rôle. Il y en a qu'un qui va là-bas. Bon. S'il y en a un qui est sorti au moment où ils font la bracha, ils n'ont pas pu la quitter, tant pis, il a perdu. Il arrive, c'est fini. Où est-ce qu'il va allumer? Ni dans le Cheder HaOchel, ni dans la chambre, c'est fini, il a perdu. Alors tu as l'intention de la quitter. On acquitte quand même notre ami Moshe qui va rentrer dans une demi-heure. Il rentre à pied, il a loupé le bus, il va rentrer à pied. Eh bien celui-là, on va la quitter, on met de Kavim les à côté. D'accord. Et donc, Ve'echad yadlik betoranut, tour betor, à tour de rôle. Ve'acherim yishmeu v'yetzu yedei chobatam. Ben Evdel Bazé, Imaorim, Nimtsaim, Be'eretz, Mahmous Laaretz. Il n'y a pas de différence. Si par exemple, il vient de France, ses parents ils sont à l'étranger en France, au Vinci ou je ne sais pas où, et l'autre Bachour que ses parents ils habitent à l'immeuble en face. Ils sont à Bnebrak, à Bnebrak, les parents ils habitent en face. Mais il est en internat quand même. Bon, marque pas de l'autre. De temps en temps, il rentre chez ses parents, il mange un peu de couscous, c'est pas grave. Il vole un peu. Mais quoi, il va. Comment? Mais quand même, maintenant où il dort, où il étudie, il habite dans la yeshiva. D'accord. Maintenant, il est comme le Bachour, son voisin, que ses parents ils sont en France, en Amérique, en Australie ou à l'antipode, peu importe. C'est la même chose. D'accord. Et Omnam.
אם יש חשש של שרפה, אם ידליקו בחדריהם, si on craint, il y a des détecteurs de fumée, comme dans les hôtels. L'hôtel, il est interdit d'allumer. Maintenant, je regarde à droite, à gauche, personne ne me regarde. Je fais ça à un endroit où je vois que le détecteur, il n'est pas là. Est-ce que j'ai le droit d'allumer, ni vu ni connu, à l'hôtel? Même si je sais, feu rouge, je sais qu'il n'y aura pas de qu'il n'y aura pas d'incendie ou quoi. Je fais ça, je m'y connais, j'en sais rien, moi. Est-ce qu'il y a le droit de faire ou pas du moment que le Takanon, l'hôtel, il m'a formellement interdit. Alors, les postes qui me disent que c'est gazé. Quand je rentre dans un hôtel et qu'il y a des routes comme ça, je suis obligé de respecter ces routes. Le Rav Yitzhak Yosef, il raconte qu'il arrive dans un hôtel parce qu'il voulait qu'il soit dans un hôtel. Il y a une communauté, toute une Kehila qui veut qu'il soit là-bas, etc., etc. Et lui, quand il est arrivé là-bas, il a demandé une condition qu'on lui fasse un coin pour les bougies de Hanouka. Alors le patron de l'hôtel, il a dit, écoute, tu le dis à personne. Il lui a permis à lui, seulement à lui, dans la Mirpes, c'était un coin, personne ne voit. C'est pas que, pourquoi lui, il a droit, pas moi. Et il a allumé, mais il avait l'autorisation du bar là-bas. Donc lui, il a droit. Si on n'a pas l'autorisation, sinon ça s'appelle gazette. Yesh teimana meladik bahadrim. Pourquoi? Parce que le Baal Habait, le Baal Hamalon, il interdit. Veistabku badlakat nerot Shabbat b'cheder haochel. Soit ils allument dans le cheder haochel, comme on a dit, selon les règles qu'on a dit, soit ils allument une, la lumière. Mais comme on ne peut pas dormir avec la lumière, le projecteur dans la figure, c'est pour ça qu'on va allumer dans un coin, ou alors un petit truc qu'on amène. C'est mieux que ce soit une lumière incandescente. Mais où tu vas trouver aujourd'hui des ampoules incandescentes, c'est dur. Ça se vend presque plus. Des pièces de musée, bien. C'était quoi la question que tu voulais poser? Ah, il est obligé de manger, il est obligé de boire. Il doit manger un petit peu. Quoi? Bon, faut voir. Si tu veux, je te donne un numéro de téléphone pour savoir si c'est, comment dirais-je, le shiurim. S'il devra manger des petites quantités moins que kazaï, moins que revi, ou pas. Ça dépend de son état. Je te donne un téléphone, il te dira ça. Si c'est plus quoi, je me maquille pour, il va être obligé de manger. Et s'il doit manger du pain et qu'il aura mangé kazaï en moins de 8 minutes, 7-8 minutes, il devra faire Birkat Amazon, il fera Birkat Amazon avec Yarale Biavo, sans qu'il bouge. D'accord. Mais je te file un téléphone pour savoir quel est son état médical. Est-ce que l'état médical nécessite qu'il doit, il y a des médecins qui disent qu'il doit manger, non, sans aucune différence. Il doit manger en quantité, sans tipine, tu vois. Il y a des médecins qui refusent par rapport à l'état de la personne, que ce soit, je ne pense pas que ce soit l'état de ton fils, mais je ne me connais pas là. Il faut demander à un médecin, il faut demander à un professeur qui s'y connaisse. Bon. Donc en tout cas, Fkamina Tisha c'est un jeune de Rabbanan. Tisha c'est un jeune de Rabbanan, Stéphane. C'est pas de la Torah. C'est moins grave que. C'est un jeûne qui est moins dur que Kippour. Il devra manger et boire. Shabbat. Tu poses la question. Quoi. Il a mangé à Yuzain de Tammuz. Ah non. C'est obligé. Celui qui ne mange pas dans un cas pareil, apparemment, c'est lui qui enfreint le. Celui que le médecin lui dit de manger, que le rave, il sait que c'est pas un médecin qui est anti-religieux, qui lui prend la tête exprès, il veut le faire enfreindre la Torah, pour une raison valable, et qui ne mange pas parce qu'il veut être marmire, il se peut que c'est lui qui enfreint la Torah. D'accord. Je vais raconter l'histoire, plusieurs fois je dois raconter l'histoire. Vous avez entendu l'histoire avec Rav Yosef, celui qui voulait manger à Kippour, vous vous rappelez? Quoi? Je dois faire de la Torah. La mitzvah, c'est d'enfreindre. Il n'y a pas d'ambiguïté. La mitzvah, c'est d'enfreindre. Et si celui qui enfreint pour le malade, le Shulchan Aruch, il dit il faut prendre Gdolé Israël. Il y en a qui disent que c'est Gdolé Israël, c'est-à-dire vraiment le plus baki, le plus érudit. Et il y en a qui disent non, il faut que ce soit un adulte. Ne va pas chercher un enfant parce que l'enfant il n'est pas tour mitzvot. Il ne faut pas faire ça. Parce que si tu vas chercher un enfant, il dit le Yosef, ça veut dire que les gens ils vont voir ça de côté, ils vont comprendre qu'il y a comme un peu d'interdit dans l'air. Tu vois. Et donc la prochaine fois que lui, il va voir un cas parallèle, un cas pareil, semblable, et il n'aura pas de rave à côté ou quoi, il va perdre du temps à aller vérifier la rave, il aura peur. Quand il voit quelqu'un qui est érudit, le rabbin lui-même, le Rosh Hashiva lui-même qui monte dans le taxi, qui monte dans l'ambulance, le Rosh Hashiva lui-même qui allume le feu pour faire la soupe pour le barreau qui est malade ou quoi, à ce moment-là, le barreau ou la femme, les enfants, quand ils voient ça, c'est fini. Ils se rappellent que
Si le rab lui-même il a fait, donc nous, on est tranquille. On va pas être plus réaliste que le roi, et donc ils vont enfreindre le enfreindre. Khalil Shabbat, Khalil Kippour. Bon. Mais Wadin, les Mossad Rinouchi. Bon, on attend l'ambulance passe. Serge, appuie sur le bouton du microphone. Mais Wadin, les Mossad, pas sur le stop. N'arrête pas la communication, un bouton du microphone. Ah, il a fait. Je me doutais qu'il y avait. C'est ça que j'hésitais à lui. C'est pas grave, j'espère qu'il va rappeler. Bouadine, les Mossad Rinouchi, la Banot. Donc c'est la halakha pour un institut Il y a des autres comme Amana, il y a des, je sais pas, des trucs, Moria, je sais pas, il y a des trucs où ils font avec les internats pour jeunes filles aussi. D'accord. Et donc, elles se retrouvent parfois de temps en temps Shabbat. Ou alors, parfois, camp, machane, elles appellent ça. Ou dans un machane, avec les copines, les institutrices pendant un Shabbat. Du jeudi au dimanche matin, au samedi soir. D'accord. Qui c'est qui va allumer les bougies? La même chose. Il y aura une chambre, il y aura un truc, il y aura le Khadaroche, les mêmes règles. Donc, Ouadin, les Mossad Rinouchi, les Banot, שצריכות הבנות להדליק נרות שבת בברכה בחדר השינה שלהן. ואם יש מספר בנות בחדר אחד, תדליק אחת מהחדר בחדר. Pareil, à tour de rôle. Une, elle va allumer avec tout le monde. ויעשו כן בתורנות. ואם אין להם אפשרות להדליק בחדר מאיזו סיבה שהיא, מדליקות את הנרות בחדר האוכל המשותף לכולן. ורוצות כל אחת ואחת מהבנות שהגיעו למצוות להדליק נר שבת, יש להם לשמוע את הברכות, את ברכת להדליק נר של שבת מפי אחת הבנות. ואז כולן ידליקו את נר שלפניהן בלי ברכה, וכן המנהג אצל עדות המזרח. Bon, plus ou moins c'est la conséquence de ce qu'on a appris il n'y a pas très douce, c'est la même chose. Une célibataire qui se retrouve dans un camp, dans un internat ou quoi, elle devra pareil que le baron. Elle doit attendre que soit elle va être la première, si ça va entre elles, sinon elles allument dans la chambre où elle va dormir. Et il faut qu'elle ce soit suffisamment long pour que quand elle revient du dîner, arrêtez de chahuter les deux. Non, je plaisante, je plaisante. Je vois en train de... Elles attendent que les bougies, donc elles allument suffisamment long pour que la bougie reste allumée le temps qu'elles reviennent du repas, etc. Et si c'est pas assez, c'est trop long, elles reviendront tard ou quoi, à ce moment-là, ça tombera pas, etc. De quoi, de quoi? Non, bah parce que ça ressemble au Nero de Hanouka. Les bougies de Hanouka, quand on les allume, elles doivent durer pendant au moins une demi-heure. Tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, le petit tsaf là, il a coulé, il est tout neuf, à col, impeccable. Il a décidé de couler. D'accord. Mais t'as bête. Il tombe comme ça. Vous connaissez la blague de celui qui voulait se jeter du cinquième étage? Il y en a un qui voulait se jeter du cinquième étage. Alors, il voulait il ramène. Enfin, il commence à crier en haut avec on parle. Il dit Elisha, j'ai pas de femme. Alors, il entend ça. Et il attend. Il pleure comme ça. Il voit, il fait des tours autour du sol. Il revient après. J'ai pas d'enfant. Après, il revient comme ça. Il dit J'ai pas de parnassa. Après, il revient 30 secondes après. Il dit J'ai pas de maison. J'ai pas de nourrir. Après, il revient, il dit J'ai plus de famille. Après, il va comme ça. Il dit Waouh, quand il va finir la liste, il va sauter. Tu vois. Les pompiers, ils ramènent un filet, tu vois, comme ça. Il y a un bracelet qui passe, avec tu sais, les périodes comme ça, chewing-gum, tout cool, tranquille, il est content, tu vois, comme ça. Ah, ma coréca, ma coréca, il y en a un qui veut se suicider. T'as vu ta microphone, bon hôtel, Enyeouch Barola, on va lui parler comme ça, tu vois. Il dit Harry, Enyeouch Barola, on va dire tiens, je ris comme ça. Et l'autre, il entend ça, il dit Ma, Gam Yeouch Enli. Il est comme ça, c'est-à-dire encore mieux. Il peut jeter des cinquième étage. Alors, ok. Pourquoi on en est C'était quoi le fil? Ah ouais, ouais. Elle s'éteigne avant. Alors le type, comment dirais-je, il a allumé ses bougies à Hanouka. Et, euh, et voilà qu'elle décide de se suicider, la bougie. Elle tombe dans le truc. Et maman, je toute neuve et tout. C'était imprévu. Et en plus, c'est le nerf de la bracha, pas le nerf Igdour, le nerf du jour lui-même. Est-ce qu'il y a eu bracha les batala ou pas? On a appris ça plusieurs fois. Il n'y a pas de bracha les batala. Pourquoi? En zakouk lahem. En zakouk la. C'est-à-dire, une fois que tu l'as allumé,
et que toutes les conditions de laboratoire, entre guillemets, sont réunies, la bougie est bien, la tige est bien, l'huile est bien, tout est bien. Tu as fermé la fenêtre pour qu'il n'y ait pas un vent qui rentre, tu as éteint le ventilateur, le masgan dessus pour qu'il n'y ait pas de je sais pas quoi. Et je sais pas, ça s'est éteint, je sais pas, d'une façon comme ça. El malasso. D'accord. À ce moment-là, si c'est en Yom Chol, et l'onaïm, on va rallumer la bougie. Est-ce qu'il doit rallumer ou pas? Voilà. Il n'a pas besoin de la rallumer. Bon, s'il y a les petits-enfants, les enfants qui vont rentrer, vas-y, rallume-la, pour l'ambiance, tu vois. Mais t'es pas obligé. Bon. Si tu la rallumes pas, pas grave. À la limite, tu dois partir. Tu dis, bon, bah alors on va partir. Bon. Mais s'il y a les enfants qui vont entrer, l'ambiance, avec les sphinx, les sous-gagnottes, tu vas laisser les bougies éteintes. Non, non, fait. Alors tu les allumes. Mais tu les allumes juste pour le kiff, l'ambiance. C'est pas que tu es khayr, tu es pas khayr. D'accord. Pourquoi? Parce que toutes les conditions étaient réunies pour ça. L'acte d'allumage, il a été fait clean, impec. D'accord. Alors après la météo d'après, bah, Shamaï. D'accord. Pareil pour les, ça ressemble beaucoup pour les bougies du Shabbat. On n'est pas obligé. Mais maintenant, bon, vas-y, allume-les. Si c'est encore Chol, c'est pas encore Shabbat. Tant plus que nous, on ne reçoit pas. Les Sfaradim, on n'a pas la coutume de recevoir Shabbat à l'allumage. Bon. Il y en a qui reçoivent. Il y a des Sfaradim qui veulent. Mais c'est pas obligé. Les Ashkenaziotes, oui, elles doivent. Parce que c'est écrit dans le Rama qu'elles reçoivent. Comme le Baal, il y a tout un idole. Par exemple, une femme qui reçoit Shabbat, une Sfaradia, elle a fait la bracha avant l'allumage, il n'y a pas de problème. Mais elle se dit, Azov, quand j'ai allumé, je vais être tranquille, ne me prends pas la tête. Aussi psychologiquement, elle veut se dire, allez, je reste à côté des bougies, je lis des Tehillim. Je ne veux pas maintenant, après la bougie, dans la chambre des machines encore en train d'aller transpirer. Elle veut être tranquille. Pour moi, psychologiquement, j'ai tourné la page, j'ai allumé le Shabbat, c'est Shabbat. Elle veut, elle a envie, elle a le droit. Maintenant, elle fait ça, et la bougie, elle s'éteint. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut plus la rallumer. Qu'est-ce qu'elle fait? Un jour. Eh ben, elle demande à son mari. Ou à son. Et son mari, il est parti à la synagogue. Il demande à son fils, sa fille. Maman, mais tu as reçu Shabbat, comment je vais allumer moi? Je t'ai quitté, t'as de l'équipe. Il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas reçu. Moi, j'ai reçu. Tu n'as pas reçu. Bon. Et si le mari, il est sur le palier, je suis en retard. Viens, allume, juste allume comme ça. Tu as le droit, tout est permis. Tant que la shkia n'est pas arrivée, elle peut demander. Maintenant, elle a reçu Shabbat. Comment elle va dire allume, le mot allumer? C'est dibourchol. Shabbat, on n'a pas le droit de dire allume, éteins, tout ça, un goy. C'est dibourchol. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Même un juif. Ah, oh, c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi? Quand je demande à quelqu'un qui a le droit, et en plus ce n'est que Tosef et Shabbat, c'est pas le Shabbat lui-même de la shkia. C'est Tosef et Zedin Tosef et Zedin des Rabbanan. J'ajoute du Shabbat. C'est pas le vrai Shabbat. J'ajoute, je serai récompensé pour ça. J'ai ajouté, j'ai empiété sur le chol, le profane, je l'ai rendu Kodesh. D'accord. On a le droit. Mais c'est pas le même din que dans le Shabbat lui-même. Donc de ce fait, tu as le droit de dire, par exemple, elle a le droit même de consommer une boisson. Ah, le kiff, il y a la machine à café. Elle veut demander à sa fille, fais-moi un bon café à four maintenant. Elle a le droit ou pas? Elle a le droit à un café à four, comme tu sais le faire. Et n'oublie pas à nettoyer la machine après. Tu vois. Elle peut faire ça. Tant qu'il n'y a pas. Maintenant, la Shkia est arrivée encore. Il y a un idon, est-ce que Ben Hashmashot. Mais avant Shkia, un quart d'heure avant, 20 minutes avant, elle a reçu Shabbat et tout. Ah, ma fille, fais-moi un bon café à four. Avec une petite pointe de chocolat élite dessus, comme ça. Tu vois, le kiff. Elle n'est pas encore à être Kiddush. Elle peut faire un Kiddush maintenant, mais c'est pas le Zman encore. Ils vont tous arriver dans une heure, trois quarts d'heure, une heure. D'accord. Il y a des questions. Ça va alors, c'est bon. Alors, si vous voulez, on va parler un petit peu du Ramak, parce que ce Shabbat, ça va être. Vous vous rappelez, on avait étudié dans le temps le Tomer Dvorah. Ce Shabbat, ça va être le Shabbat de Hilula du Rav Moshe Cordovero. Le plus grand kabbaliste dont, dont on parle d'habitude, de qui on a appris le plus de Kabbalah, c'est le Ravenu à Harizal, Rabbi Tzrak Luria. Le Rav du Harizal, c'était le Ramak. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'est lui qui a écrit le Tomer Dvorah à l'époque, quand le Chio, on l'a commencé ensemble. La Hassa, il y a, je sais plus, 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus combien d'années. On a commencé par Thomas Dora,
un petit livre du Ramak. Et le Lubavitch, ils aiment beaucoup ce livre. Alors, on a commencé à ça. Et le Ramak, lui, il a écrit d'autres livres encore. Oriachar, Oriakar, ça, il a écrit plein de livres. C'était un grand, grand Mekoubal. Énorme Mekoubal, immense. Il est enterré à Tzfat, à côté de Maran Shulchan Aruch. Il y a la tombe les tombes bleues là-bas, où il y a Maran Shulchan Aruch, il y a le Ramak aussi à côté. Des grandes tombes qui sont à côté. Il y a aussi, je crois, Benoît Chirim. Il y a 6-7 tombes différentes de Gdolim, Anakim, à Tzfat, comme ça, l'un à côté de l'autre. Et en bas, il y a la tombe du Bat Ain. C'est un cimetière, il y a plein de Gdolim, Anakim. Bon, le jour où il est décédé, le Ramak, à son enterrement, le Harizal, il a vu une colonne de feu qui montait de la tombe du Ramak jusqu'au ciel. Et c'est écrit que c'est un seul ou deux dans la génération qui peuvent voir une chose pareille. Un seul ou deux. Le Hari, il a vu l'un, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose? Il y a un barreau, un jeune homme, qui a dit, oui, je vois quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois une colonne de feu de la tombe jusqu'au ciel. Tu vois ça? Et il lui a dit, reviens demain, il voulait lui donner sa fille en mariage. La fille du Harizal voulait la marier avec ce barreau. Et le lendemain, il est revenu, le barreau, sur son front, il a vu qu'il y a eu la Pagam Babrit. Il a eu Zara Levatala, quelque chose. Il y a eu un Pagam de Brit. Il a annulé le Shido, le Harizal. Je ne sais pas pourquoi, mais il a annulé le Shido. Il est plus. Ouais, oui. Mais pour te dire, un seul ou deux dans la génération. Comme ça. Et le Ramak, c'était. Il n'y a pas que celui-ci voit comment. Celui qui a enterré Mamash. Ça n'arrive pas à n'importe qui. C'est pas. Il meurt par l'ange de la mort, ça, c'est pas ça un gadol. Il monte au ciel avec des chars célestes, c'est pas pareil. Tu comprends? Il dit que c'est écrit que quand il y a un gadol qui meurt, comment dirais-je, le chemin entre le ciel et la terre, il est complètement salou, il est complètement limpide. Il y a plus de démons ni rien, tout est complètement autoroute limpide. Et plus rien. Rodo, tout est limpide, la route. Il y a une histoire qui était drôle. Il y avait un grand chacham qui s'appelait le Rabbi Yehuda Absis, un tunisien. Il faisait des grands miracles. C'était le Chabouta de Rabbi Haïb Tayeb Lomet. Celui que, quand il a été enterré, le Kavram, il a écrit sur le marbre, il a gravé Met, il est mort en tel. Il est venu en rêve, le Rabbi Haïb. Il lui a dit, comment tu as osé écrire qu'il est mort? Vous vous rappelez l'histoire? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a attrapé la gorge dans le rêve, il a comme ça. Il a été en pleine nuit gravé l'eau, Met. Il a gravé l'eau pour ajouter l'eau. Pour dire qu'il n'est pas maître. Il était en colère dans la nuit en rêve. Alors, le Chabouta de celui-là, c'était Rabbi Ushapsis. Un arnaque aussi, qui faisait des miracles. Il a fait plusieurs miracles. Il a fait voler un arabe en l'air parce qu'il y avait une visa, tout ça, plein de miracles. Vraiment, j'ai des scènes ici. Un grand Mkoubal. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je diffuse, j'arrive pas, je perds le fil. Rabbi Ushapsis. Vraiment Arizal. Qu'est-ce que je voulais dire cela? Il y a quelque chose à dire. Ouais, une belle histoire. Le Chavouta de Rafta et Lomet, qui faisait des grands ici. Ça va me revenir. Je reviens sur le Ramak. Le Ramak, il y a comment dirais-je, il y a deux ascolotes, entre guillemets, deux écoles. Le Ramak, lui, il a une chita qui est différente du Harizal. Le Harizal, c'est son élève, mais il était tellement géant qu'il a instauré une méthode qui est légèrement différente du Harizal. Bon. Et du Ramak, je veux dire, de son Rav. Il avait le droit. Combien de temps le Harizal il a étudié chez le Ramak, qui était son Rav? Uniquement 2 mois. Et pendant 2 mois, il lui a donné toute la Kabbalah. Et le Harizal lui-même, il n'avait que, comment ça s'appelle? Il était venu, lui-même il a dit il s'est réincarné, il est venu sur la terre. Son but, c'était d'enseigner la Torah, toute sa Torah, au Me'archou, son élève essentiel, son élève principal, le Rav Chaim Vital. Et c'est du Rav Chaim Vital qu'on a, comment dirais-je, tous les livres de Kabbalah qu'on a aujourd'hui. Etz Chaim, Pri Etz Chaim, tous les grands livres de Kabbalah qui sont étudiés dans tous les shivot, les collines de Kabbalah, etc. C'est du Harizal, ce sont ces livres qui ont été enseignés du Harizal à son élève, le Rav Me'archou, Chaim Vital. Et combien de temps il a étudié chez lui, le Me'archou, chez le Rav Chaim Vital? Moins de 2 ans. Me'archou, les initiales. Rabbi Chaim Vital, on l'appelle le Me'archou.
Chaim Vital. D'accord. Moins de 2 ans. Et le Marou, il avait une âme qui était exceptionnelle. Pendant qu'il étudiait, il amenait d'autres élèves. Et à chaque fois, son rab lui disait, le Harizal lui dit, mais je t'ai déjà dit, n'amène pas d'autres élèves. Je suis venu uniquement pour t'apprendre à toi. À cause de ça, ça embête, ça embarrasse. Il y a des choses que je ne pourrais pas t'apprendre quand les autres élèves comme ça. Et l'autre, il voulait amener d'autres élèves, il voulait amener d'autres élèves. D'accord. Comment? Oui, mais c'est une Torah qui était tellement élevée, tellement, elle ne peut pas être enseignée à n'importe qui. Il fallait que ce soit sur les pincettes. Et en plus, il faut être hyper purifié. Il faut mikvé, il faut des kavanotes, il faut être préparé. C'est pas tout le monde qui peut accepter. Même si tu l'apprends, tu ne comprends rien d'abord. Tu vois plein de formules. Même les matheux, ils ont du mal à comprendre. C'est une Torah qui est très difficile. Mais en fait, le vrai marsum, le vrai obstacle, c'est le niveau et la ktusha chez le Ben Adam. Tu comprends? C'est un shamaim. On dit Ata honen adam da'at. C'est Dieu qui ouvre le volet, ça rentre et ça se digère. C'est pas que parfois, tu vois, le moussag, la notion, elle n'est pas très compliquée, mais on n'arrive pas à l'ingurgiter. C'est une question de niveau. Donc, lui disait, le Harizal, il n'amène pas deux élèves, parce que si tu élèves deux élèves, c'est effectivement, il y a eu un Ezek à cause de ça. Il y a une partie qu'il lui a dit qu'il n'a pas pu lui enseigner à cause de ça. Le Harizal, lui-même, une fois, il avait un autre élève, et c'était pendant Shabbat. Pendant Shabbat, l'autre élève voit que le Harizal, il avait une coutume, c'est il dormait pendant 1 heure ou 2, une sieste assez longue, pendant Shabbat. Et l'élève, il voit que le Harizal, il dort, il voit que l'élève du Harizal, elle bouge, ça, elle parle. Qu'est-ce qu'il a fait l'élève? Toraï, Vanirosayimo, il s'est approché, il voulait écouter, tu vois. Il écoute, il ne comprend pas encore. Et quand il s'approche, le Harizal, il se réveille. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je voulais entendre, je te voyais en train de parler. Il dit, et il lui dit, on lui a enseigné une Torah dans le ciel en ce moment. Et il dit, même pendant 70 ans, si je devais écrire tout ce qu'on m'a enseigné, 70 ans, ça suffirait pas. Et c'est pour ça que le Harizal lui-même, il n'a pas écrit de livre. Parce que même le stylo, la plume, elle ne pouvait pas supporter. C'est un survoltage sur le bras et tu ne peux pas convertir ça en texte. C'est trop condensé. Donc il fallait un transformateur, qui c'était le mar, entre guillemets, un transformateur qui puisse faire descendre ça sur Terre, que nous on comprenne. C'est ça le rôle du marou. Le marou, il avait une âme très élevée. Très élevée. Ah voilà, maintenant je me suis rappelé l'histoire du Rabbi Shepsis. Parce que j'ai dit, parce que comme le Ramak, lui, quand il est décédé, il y avait une colonne de feu et que je vous ai dit que le chemin, le jour de l'enterrement, comment il est clair. Alors, le Rabbi Shepsis, il y avait une coutume en Tunisie. Il m'a confirmé ça, Rabbi Louran Kri, c'est quand on le voit. Un zaken de la Shiva Harim, un Tunisien, qui est le cousin de mon père en fait. Lui aussi. Et il m'a raconté, il m'a dit qu'effectivement il y avait une coutume qui lui plaisait pas, qui n'était pas bonne en Tunisie. C'est que quand il y avait un mariage qui se faisait, parfois le khatan, il savait que c'était sa seule occasion de soutirer quelque chose de la famille. Alors il y avait une coutume comme ça où tu me donnes et tu me donnes. Ouais, parfois la famille, elle disait allez, marie-toi. Il disait des choses, parfois, et une partie, il n'allait pas l'exécuter. Alors le khatan, sous la roupa, il dit ah, tu ne m'as pas emmené. Il arrête toute la roupa. Il y avait de temps en temps cette situation qui était embarrassante, que le khatan, il dit non, parce qu'il sait que si à la roupa, après c'est fini, il y a mille d'abord. Alors il y avait cette angoisse-là au moment de la roupa, est-ce qu'il y aura la roupa, est-ce qu'il n'y aura pas la roupa, qu'est-ce qui va se passer? L'ambiance un peu tendue, tu vois. Et à un moment donné, il y a un roupa comme ça, et la famille, Abdoual, tout ce qu'ils ont dit, ils disent non, ils n'ont pas emmené l'essentiel. Et le khatan, il savait que c'est fini après, il y a mille d'abord. Tu vois. Il dit non, il n'y aura pas de roupa. Il dit non, emmenez-moi ce que je m'avais promis, tout ça. Et la choupa metakev, et le public est là, et la kala, la pauvre, elle est habillée, et on attend, c'est honteux, et tout ça. Mamash, talonnel. À un moment donné, Rabbi Shabsi, il était présent, et il se tourne vers le public, il voit que ça va mal tourner, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui peut donner au khatan ce qu'il veut? Parce que la famille a compris que c'était dividende, tu vois. Quelqu'un comme celui qui donne, alors il y a, comment dirais-je, il y a un riche, il savait que ce riche-là, il était genre Filoni, tu vois, il n'était pas du tout dans les mitzvot. Il faisait des bêtises avec l'argent, beaucoup de choses pas bien. Il lève la main, il dit au Rav carrément devant tout le monde, il dit, si je donne ce qu'il demande le Khatan, il donne l'argent, tu me promets au Lamaba, c'est-à-dire comme ça. Rav Shav, il dit, tu auras au Lamaba si je donne. Et tout le monde regarde, wow,
Alors, comme ça, ils savent qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas les avérotes qu'il faisait, mais bon, c'est pas. Ben oui, il achète avec de l'argent là-bas, c'est pas évident. Et c'est un grand Anna qui lui dit oui, je te donne là-bas. Bon. Il dit oui, je te donne là-bas. Il dit je donne. Il a donné la somme et il y a eu le mariage de Bouchaché. Pas longtemps après, ce riche-là, il est décédé. Il y a eu une alvaya et ils ont été à l'alvaya. À la fin de l'alvaya, ils ont cherché Rabbi Ushapsi. Ils ont cherché il était âgé. Les enfants, la femme, tout le monde cherche. Et ils ne le trouvent pas. Ils le cherchent partout. Est-ce que vous avez vu Rouchois? Oui, il est Rabbi Ushua. Il le cherche, la nuit est tombée déjà. Et il le cherche partout, il ne le trouve pas. Où est-ce qu'il est disparu? Qu'est-ce qui lui est arrivé de ça? Plus tard, il le voit débarquer à la maison, il revient à Rabbi Ushapsi. Il dit où tu étais? Il raconte pas. Où tu étais? Où tu étais? Qu'est-ce qu'il arrêtez de me poser des questions? Enfin, vous vous rappelez pas quand il y a eu le mariage, je lui ai promis au Lamaba. Et alors, il dit, maintenant il est parti. Il a fallu que je l'emmène jusqu'en haut et que je frappe au corps du Gan Eden. Il ne voulait pas laisser rentrer. Que je convainque les anges de le laisser rentrer et que je revienne jusqu'ici. Vous voulez que je fasse ça en 5 minutes? Il fait comme ça. Il a fallu le temps de monter et descendre comme ça. Et maintenant, c'est pas le décès d'un tzaddik que la route elle est libre. C'est plein d'obstacles, de démons qui veulent empêcher toutes les avérotes qu'il a fait comme ça. Il dit, eh, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Jusqu'en là-bas. Là-bas, il ne veut pas le laisser rentrer. Il n'a pas fait. Alors, il les a convaincus, Massamatan, tout, il est revenu comme ça. Bon, d'accord, très bien. Donc ça, c'était Rabbi Yoshua 6. De quoi il était capable? C'était pas vraiment pas n'importe qui. C'était Anakim, Anakim, Anakim. Et donc le Ramak, Zrat Hashem, celui qui veut, Shabbat, dans nos histoires, ajouter une bougie. Bien sûr, celui qui veut ajouter une bougie, lisez un peu Tomer de Vora, comme ça, rappelez un peu. Ce du Ramak, ce Anakit, Anakit. D'accord. Il a fait ce fameux Tomer de Vora avec les 13 Midot de Rachamim, vous vous rappelez, Miel Kamocha, c'est avant. Et on va dire juste en 2 mots. Le principe du premier chapitre de Thomas de Vora, c'est de recopier l'équivalent des attributs, des vertus de miséricorde à Kashbourou, qui sont extrêmes. À chaque fois, il ramène un Maasé du Tanakh, où ce qu'il fait à Kashbourou, c'est incompréhensible. Et ça découle d'une mida, d'une vertu de miséricorde. Et après, le Rama qui ramène une certaine situation dans la vie courante avec le voisin, avec la femme, avec la macole, etc. Ou si tu agis d'une certaine façon qui ressemble à ce cas, à un certain cas précis du Tanakh, il te sera compté comme si, toi, en tant qu'être humain qui est limité, qui est un homme mortel, on a des instruments qui sont. On n'a pas une parnasse infinie, on n'a pas tout infini. On a aussi des nerfs, pas comme un Keshbourg qui est infini. Donc, dans toi, ton petit monde limité, si tu te comportes de telle manière à l'Evet Guimel, il te sera compté comme si tu vas ressembler à Keshbourg dans sa vertu infinie, miséricorde, qui est divine. Et donc, il énumère ces 13 midot. Intéressant, hein, vous vous rappelez, on a passé pas mal de temps là-dessus. Intéressant, il y a pas mal de cas où vraiment, en grosso modo, il parle beaucoup de la patience, il parle beaucoup de l'éventaire, il parle beaucoup d'être très très patient, très calme, etc., etc., etc. Et donc de là, tu as la ségoula de ressembler au midot d'Akash Baruch et tu ouvres dans le ciel à la fin du premier chapitre. Il conclut, il dit que non seulement tu lui ressembleras, mais tu vas donner une force qui va se répandre dans le monde entier où les gens, tout d'un coup, ils vont avoir un peu plus de force de pouvoir ressembler à Akash Baruch grâce à toi. Ki Ratzon, שיהיה לנו שבת שלום. שיהיה לנו גאולה של החטופים, של החיילים, שישנו סקיוריטי, כולכם לכושם ויחזרו לשלום. שלא תתפרק הממשלה, שהכל יהיה בסדר. שנגמור עם כל הצרות האלה שיגמרו. שתבוא הגאולה. שבת שלום וברוך. תודה רבה.